L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Il est 11h sur une jolie place ensoleillée du sud de la France. Les cigales, en écho au fourmillement des touristes, chantent à l'ombre d'un platane. C'est sur cette place que débute l'heure H. Mais avant de commencer cette histoire, je dois vous dire que certains mots de vocabulaire que j'utiliserai dans ce récit me sont totalement étrangers. Et à mon avis, à vous aussi, sauf si vous avez des adolescents. Et je suis sûr d'ailleurs que bon nombre de ces mots sont déjà dépassés et que vos enfants utilisent déjà un autre vocabulaire totalement incompréhensible pour notre monde d'adultes. C'est parti, immersion. Moi, c'est Suzy. J'ai rendez-vous avec ma BFF, Best Friend Forever. Ellie, la pauvre. Son mec est parti avec une go prête à tout il y a quelques mois. C'est difficile pour elle. Du jour au lendemain, son ex a décrété qu'avec elle, la vie n'était ni fun ni pimentée. Heureusement, elle commence à sortir la tête de l'eau. Elle s'est inscrite sur des sites de rencontres. Non, ça lui change les idées et on se marre bien. Il y a toujours de profils sur ces sites. On passe du BG, beau gosse, illettré, au père de famille en manque de fantaisie. Celui qui veut juste pécho et découvrir de nouvelles expériences avec une cougar. Celui qui recherche désespérément l'âme sœur en passant par le narcissique postant des centaines de selfies de lui-même. On peut aussi tomber sur des types moroses, des losers sarcastiques. D'ailleurs, on se demande même qui peut bien les liker, ceux-là. Heureusement, certains sont originaux dans les descriptifs de leur profil. Bourrés d'humour, de tendresse, de sensibilité, pertinents et recherchant véritablement l'amour. Il peut arriver que la réalité prenne le pas sur le virtuel et que des happy end soient issus de ces sites. On va boire une Mentalo en terrasse. Elle a soi-disant plein d'anecdotes croustillantes à me raconter. Elle est en pleine course au match. Mais surtout, il faut absolument que je la mette en garde. La semaine dernière, je suis tombé sur un article dans un magazine People. Je l'ai feuilleté pendant que Manon, ma coiffeuse préférée, faisait mon brushing wavy. Cet article parlait d'un mec complètement névrosé, voire taré, qui traîne sur Tinder. Je vous avais prévenu. Voici donc un petit lexique pour vous permettre de mieux comprendre notre histoire. Aujourd'hui, comme vous le savez, on ne rencontre plus un mec ou une fille dans une discothèque ni sur les bancs de l'école, mais sur Tinder ou autre application destinée aux cœurs solitaires. C'est d'ailleurs le deuxième moyen le plus répandu pour trouver un partenaire juste derrière les rencontres effectuées en soirée ou dans les cercles d'amis. Si l'homme idéal ne court pas les rues, peut-être qu'il se trouve à portée de clic. Tout dépend de ton état émotionnel. Une histoire d'amour, un date ou une coucherie. À toi d'y faire ton supermarché entre deux rendez-vous ou en attendant ton drive, et cela H24. Quand tu penses avoir matché avec le bon, tu le googlises, étape obligatoire pour en savoir plus sur cet éventuel étalon, car il n'est pas rare que certains se montrent sous leur meilleur jour et embellissent délibérément leur profil. C'est ce qu'a fait Cécilia en 2015. Ce swipe a changé sa vie à jamais. Fan de La Belle et la Bête de Disney, amoureuse de l'amour, cette jeune et jolie blonde de 29 ans rêve au prince charmant. Elle vit à Londres et se définit comme une pro de Tinder avec plus de 1024 matchs. En swipant à droite, elle valide les profils des potentiels Flynn Rider, prince charmant, dans Réponse. Le top pour elle, qu'ils aient posté des photos de plage, chats attendrissants et qu'ils aient le swag. Le crush a été pour Simon, 28 ans. Classe, portant d'élégants costumes, posant dans des jets, trinquant dans des beach clubs sous les tropiques. Sa réponse a été quasi immédiate. Rendez-vous au Four Seasons pour un café demain. Oh, ce n'est pas le monde ni l'univers de Cécilia, mais quand il fait son apparition dans le hall de l'hôtel, elle est impressionnée. Il est comme sur les photos de ses réseaux sociaux, magnétique. Il n'est pas comme ceux qu'elle a déjà pu rencontrer. Il a un truc différent, un truc à part. Il est waouh.
De suite, il se présente comme PDG dans l'industrie du diamant, LDD Diamonds, le plus grand groupe privé de fabrication et taille de diamants au monde. Héritier de son père, elle s'imagine avoir enfin trouvé un prince. Il se confie aussi sur sa vie perso, il a une fille, divorcée. La solitude lui pèse, il voyage beaucoup. Le temps est comme suspendu dans le hall du Four Seasons pour Cecilia. Elle boit ses paroles. Subitement, au cours de leur échange, il lui propose d'aller faire ses valises sur le champ et de s'envoler avec lui dans son jet privé. Direction, la Bulgarie, afin de faire plus ample connaissance. Une fois embarquée, Cecilia filme et capture des images de son aventure. C'est une grande première pour elle de voyager en jet. Elle veut absolument tout partager avec ses amis sur le groupe WhatsApp. YOLO! Alors, petite interlude. Voici le lexique promis. Je vais vous décoder quelques expressions Jones qui envahissent les réseaux sociaux. Ils sont bien souvent précédés d'un hashtag. Go, synonyme de meuf, gonzesse ou nana, en registre familier, argotique, qui signifie pour nous Jean lambda, petit ami. YOLO, acronyme de You Only Live Once, autrement dit, on ne vit qu'une fois, le carpe diem des temps modernes. OKLM, au calme, veut dire au calme, se prononce lettre par lettre, OKLM. OSEF, acronyme du terme on s'en fout, à lire d'une traite. Swag est la manière de se présenter au monde avec confiance et style. Bien évidemment, on pourrait en citer encore des dizaines, mais laissons cet étrange vocabulaire à nos ados. Tout le staff de Simon donc est présent. Ses chauffeurs, son garde du corps, son ex-femme et sa fille de 2 ans sont dans ce vol. Le premier baiser, Cecilia s'en souvient encore. Elle dira que c'était le plus beau qu'elle n'ait jamais reçu. Arrivés dans l'hôtel, ils prennent l'ascenseur. Il l'enlace tendrement. S'approche et l'embrasse fougueusement tel un véritable baiser de cinéma. Des papillons dans le ventre. Ils poussent la porte de la chambre et font l'amour. Cecilia remarque des cicatrices sur le corps de Simon. Il lui explique qu'il a fait de mauvaises rencontres dans le business. Il a fait de la prison sous prétexte d'être juif et que pour lui, ça n'a pas toujours été facile. Pour Cecilia, cet homme si imposant et charismatique lui paraît tout à coup fragile et vulnérable. Simon commence à planter le décor et à bousculer les codes. Est-ce déjà trop tard pour Cecilia ? Est-elle déjà prise au piège ? Le séjour sera très vite écourté. Il a beaucoup de travail et son téléphone ne cesse de sonner. Il faut rentrer à Londres pour la jolie princesse. Les messages WhatsApp n'ont jamais cessé, à toute heure du jour et de la nuit. Des messages enflammés, qui laissent un bon présage pour la suite de leur histoire d'amour. Une fois, elle reçoit un bouquet de roses gigantissime. Elle pense réellement avoir trouvé le bon match. Il la surprend, la rejoint quand il peut. L'alchimie est au summum entre eux. Ils officialisent leur relation, mais il lui révèle que dans son milieu, le secteur du diamant, la vie est compliquée, qu'il se trouve souvent en danger et qu'un staff le protège H24. Londres devenait dangereux pour lui. Il fallait qu'il se fasse oublier dans le pays pour un moment. Cecilia est mise devant le fait accompli. Elle n'a pas le choix. Elle accepte la situation. Trop amoureuse, elle lui promet que tout ira bien malgré tout. Elle sera là pour lui. Durant cette période d'éloignement, Simon continue à faire d'autres rencontres sur l'appli Tinder. Son schéma est toujours le même, tel un Spider-Man, il tisse ses toiles aux 4 coins du globe. Toujours respectueux avec Cecilia, il lui envoie des vocaux enflammés. La rassure sur la nature de leur relation. Elle lui raconte ses journées, bien plus banales certes, mais elle se sent briller, tel un joyau précieux à ses yeux. Au point qu'un jour, il lui propose la cherry on the cake. Il souhaite qu'ils aménagent ensemble. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ils visitent des appartements. Elle s'imagine déjà au fond d'un canapé blotti contre son amoureux, à boire du champagne, à lui préparer de bons petits plats et à être enfin auprès de lui pour la vie. Les biens sont plus dingues les uns que les autres. En même temps, avec 15 000 $ de budget mensuel, ça fait rêver. Mais un soir, tard dans la nuit, elle reçoit des messages de Simon très inquiétants. Une photo de Peter, le garde du corps, tabassé en sang.
Simon assure à Cecilia que s'il n'avait pas été là pour le protéger, il serait mort. Il lui dit que pour sa sécurité, il ne peut plus utiliser ses cartes de crédit. Ses ennemis tracent ses dépenses par carte bancaire et peuvent le localiser à tout moment. Il demande à Cecilia de relier sa carte American Express à ses comptes temporairement, 15 jours maximum. Crédule, follement amoureuse, elle accepte. Ce sera le premier jour du reste de sa vie. Mais ça, elle ne le sait pas encore. La technique est simple. Il lui demande de faire une carte American Express à son nom à elle. Il utilise le solde jusqu'à épuisement des fonds. Il lui envoie des preuves de remboursement pour lui assurer sa bonne foi. Mais pour lui, ça ne suffit pas encore. Il lui faut du cash maintenant. 25 000 $ en cash pour ne pas se faire tracer ni se faire repérer par ses ennemis. Évidemment, Cecilia n'a pas l'argent. Elle fait donc des emprunts. Quand elle retrouve Simon pour lui remettre le cash, il paraît soulagé. Grâce à elle, il reste en sécurité. Les retrouvailles sont très vite écourtées par un appel de Peter, le garde du corps, qui lui dit qu'ils doivent partir sur le champ, qu'il doit couper ses réseaux sociaux. Les ennemis arrivent. La pauvre Cecilia panique, devient parano, s'affole. Elle voit son homme partir dans la foulée vers une destination inconnue avec le cash. Les 25 000 $ serviront à régaler ses amis, son staff lors de soirées à Stockholm, mais surtout à mettre des paillettes dans les yeux d'autres prétendantes. Puis ce sera l'Espagne. Pendant ce temps, Cecilia gère les galères de Simon car les cartes ne passent plus. Les plafonds sont trop bas. Il lui propose de la faire embaucher par LDD Diamonds afin que tout soit plus crédible auprès des créanciers. Grâce aux fiches de paie au montant astronomique, American Express augmente les plafonds en un temps record. Pendant ce temps, Simon envoie des récépissés de transfert d'argent. Elle est soulagée. Tout est sous contrôle. Mykonos, en très jolie compagnie pour Simon. Suite royale, repas luxueux, sortie en yacht, location de voiture, 20 000 $ dépensés en 3 jours. Cecilia l'attend. Elle est persuadée qu'il est en sécurité. Pour elle, c'est tout ce qui compte. Mais elle continue de contracter des prêts. 40 000 $ 2 fois par semaine. Il a besoin de virements, c'est urgent. Il enchaîne avec Vienne, où le train de vie effréné ne s'arrête pas. La Suisse. Cecilia pense que l'affaire va bientôt se conclure. Les ennemis vont les laisser en paix, mais il y a toujours un détail qui fait que Simon a toujours besoin de plus. Plus de champagne, plus de voyages, plus de shopping, plus de proies à épater. 50 000 $, 12 500, 10 000, roman Rolls-Royce. Pendant ce temps, Cecilia attend les virements qui n'arrivent pas. Chaque jour qui passe devient cauchemardesque. Pour Simon, ce n'est pas l'argent qui n'arrive pas le problème. C'est la menace qui pèse sur lui. Il lui dit que tout ce qu'elle fait pour lui est signe de confiance à ses yeux. Il n'y a que la femme de sa vie qui est capable de faire ça pour lui. Il est tellement doué dans la manipulation, dans le timing. Sa mémoire ne flanche jamais. Il a des solutions pour tout. Une répartie de dingue. Il est presque épatant, vu de l'extérieur. 250 000 $ en 3 mois. Il va proposer à Cecilia, pour la rassurer, de le rejoindre, afin qu'il lui remette un chèque. Mais il a changé de comportement. Il est plus distant, plus froid, à la limite de l'arrogance. Le montant du chèque promis dépasse largement le montant de la dette. Cecilia se sent enfin soulagée de ce côté-là. Mais l'attitude de Simon l'a vraiment déçue. Oui. De retour à Londres, elle encaisse le chèque et vérifie son compte tous les jours. Pendant ce temps, elle est harcelée par mail. Ah oui, les créanciers ne la laissent pas respirer. 9 créanciers, ça en fait des relances. Évidemment, le chèque ne sera jamais encaissé par la banque. Sans aucune explication pour Cecilia. Simon ne répond plus aux appels, ou quand il daigne décrocher, il se moque bien que Cecilia soit en galère. Lui,
Il lui a donné un chèque, un point c'est tout. Il est temps de réagir. Elle tente de mettre tout au clair avec les créanciers. Elle appelle American Express, mais ne comprenant pas tout, la société lui envoie une équipe à son domicile. Elle avoue. Elle avoue tout. Oui, elle a falsifié des documents. Oui, elle a menti pour obtenir des prêts. Oui, elle lui a donné sa carte bancaire, mais elle craignait tellement d'être menottée et envoyée au poste de police. Les agents d'American Express demandent alors à Cecilia une photo, un portrait de Simon. C'est lui. Lui, c'est Simon Levieff, un des nombreux pseudos qu'il utilise. Il est connu, il est fiché. Il est connu pour être un escroc professionnel. Cecilia reste alors scotchée. La spirale dans laquelle elle est embarquée depuis des semaines explose. Elle comprend donc avec stupeur que rien de leur histoire n'est vrai. Le conte de fées est pourtant réel dans son smartphone. Les messages échangés, les photos partagées, les projets, tout y est gravé. Comment a-t-il pu devenir en un claquement de doigts cet homme ignoble et sans cœur ? À la fin de l'entretien avec l'équipe d'American Express, Cecilia appelle sa maman pour tout lui raconter. Celle-ci lui propose de rentrer en Norvège, son pays de naissance, afin qu'elle prenne soin de sa fille. Le jour même, Cecilia envoie un message à Simon pour tenter un arrangement et surtout se sortir de cette situation plus que préoccupante. La réponse sera brève. Il s'en charge. Après cette réponse peu éloquente et insatisfaisante, Cecilia bloque Simon de ses contacts. Il n'apprécie guère ce geste et finit par appeler en Norvège sur le téléphone fixe de la maman de Cecilia. Au bout du fil, il se montre menaçant. Les deux femmes, prises de panique, réalisent qu'il sait et connaît beaucoup de choses sur la jolie blonde, son adresse, son numéro de compte, son numéro de passeport. Elle appelle la police, qui ne prendra pas en compte sa détresse morale ni sa peur physique. Mais alors, jusqu'où peut-il aller ? De quoi est-il encore capable ? Les jours qui suivent sont très compliqués. Cecilia est hagarde, perdue. En plus du chagrin d'amour et de la trahison qu'elle vient de subir, elle doit se justifier et se battre auprès des 9 créanciers des différentes banques. Chaque jour qui passe, elle s'enfonce un peu plus, noyée par les intérêts qui courent. Les idées noires commencent à la submerger. Elle en vient même à penser au pire, au suicide, tellement cette histoire est injuste et folle à ses yeux. Finalement, elle sera prise en charge dans un hôpital psychiatrique. Simon, lui, vit toujours des scénarios plus improbables les uns que les autres. L'histoire va se répéter avec une autre prétendante, Pernia, connue quelques mois plus tôt sur l'appli Tinder. Avec elle, il a déjà profité des plaisirs de Mykonos, grâce aux virements que Cecilia lui faisait régulièrement. Pernia se définit comme une femme indépendante, girl boss dans la vie. Elle a juste besoin de fun et de partage. Elle aussi est une accro au swipe. Elle n'a pas de profil type d'homme, mais elle tient tout de même à trouver quelqu'un qui a le même train de vie qu'elle et le même standing. Les voyages, le luxe sont ses credos. Un soir, il envoie un message à Pernia. Il est en danger, ses ennemis l'ont agressé, son garde du corps, Peter, a été blessé. Dans la foulée, il lui demande un virement de $30 000 pour pouvoir échapper aux malfrats. Pernia est retournée vivre chez sa maman un temps afin de pouvoir économiser pour financer un futur appartement. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Sauver la vie de son ami avec qui elle a déjà passé des moments fort sympathiques et qui a toujours été très généreux avec elle, ou s'offrir un bien ? Le virement pris dans ses économies est effectué le soir même. Simon est soulagé. Il est reconnaissant d'avoir rencontré une amie aussi fiable. Durant leur précédent date, le crush amoureux n'avait pas été au rendez-vous entre eux, mais leur passion commune pour la fête et les jolies choses avait fait naître une forte amitié, sans ambiguïté. Cecilia est toujours dans son lit d'hôpital à tenter de comprendre, dénouer le fil de l'histoire. Qui sont réellement les gens qu'elle a pu croiser quand elle était avec Simon ? Peter, le garde du corps ? Son staff ? Son ex-femme et sa fille croisées lors de leur premier rendez-vous, sont-ils des complices ? Des acteurs ? Il fallait qu'elle sache.
Elle décide de contacter American Express qui lui donnera une info cruciale. Cherchez Shimon Yehuda Ayut sur Google. Et là, la surprise fut grande. Un article sur le multimillionnaire israélien qui trompait les femmes apparaît en haut de page. Elle hallucine. 3 Finlandaises témoignent de l'escroquerie financière qu'elles ont subie en rencontrant un homme sur Tinder. Après avoir fait de la prison, Simon quittera sans aucun mal le pays. Pour Cécilia, c'est trop à supporter. Stop. La police n'a pas su se rendre efficace, n'a pas réalisé l'ampleur de l'affaire, alors c'est elle qui va mener l'enquête et tenter de faire tomber ce Simon. En contactant différents médias, Cécilia va finir par attirer l'attention d'un journal audacieux. Afin de prouver ses dires, il a fallu qu'elle mette à nu ses messages hautement sauvegardés sur WhatsApp. 400 pages d'échanges par SMS, vocaux, vidéos, des photos même les plus intimes, des nudes échangés avec Simon. Toute leur relation, depuis le début, est épluchée. Pour les journalistes, l'histoire est dingue. Ils réalisent qu'eux aussi auraient pu succomber à l'arnaque tellement tout est ficelé. Cécilia ayant physiquement participé au fast life de la vie de Simon, elle a côtoyé ce luxe, elle y a goûté, il lui a promis une vie de couple bien rangée, des enfants. L'arnaque sentimentale était parfaitement rodée. Alors seulement 1 mois après leur rencontre, lui prêter de l'argent ne paraissait pas un souci pour elle. L'enquête est fascinante, mais compliquée. Qui croire? Simon Leviev et Shimon Ayut ne font-ils qu'un? Le seul point commun entre ces 2 identités est la consonance israélite. Les journalistes rentrent en contact avec un confrère sur place en Israël. Celui-ci se procure la dernière adresse connue de Shimon Ayut. Ensemble, ils se rendent sur place à Tel Aviv. Ils découvrent un environnement à l'opposé de ce que peut afficher Simon sur les réseaux sociaux. La vie avait l'air bien plus modeste et sans artifice. Il vit dans un quartier orthodoxe. La boîte aux lettres affiche son nom de famille, Banco. À l'étage, déposé sur le paillasson, un courrier à son nom. C'est un courrier des autorités qui lui demandent de l'argent pour recouvrer des impayés. La piste est donc bonne. 2 femmes arrivent sur le palier à ce moment, avec un ton agacé, voire tempétueux. L'une d'elles demande aux journalistes de déguerpir. Ils finissent par comprendre que c'est la mère et la sœur de Simon. Le ton redescend. Elles disent ne plus avoir de ses nouvelles depuis longtemps et ne savent encore moins où il se trouve. Il a quitté la maison familiale quand il avait 18 ans. Les journalistes se rendent au commissariat du quartier. Les policiers connaissent bien le dossier de Shimon Ayut. Ensemble, ils retracent ses différentes identités et son casier judiciaire. Il a commencé ses larcins vers 18-19 ans en volant à son employeur des chèques. Puis, il les falsifiait. Déjà, l'appât du gain est présent. Il fuit le pays avec un faux passeport. Ne se présentant jamais au tribunal, les autorités du pays restent à sa recherche. Du côté de Pernilla, les semaines défilent. Les 30 000 $ prêtés à Simon ne sont toujours pas recrédités sur son compte. Au téléphone, il lui dit que la situation est toujours tangente pour lui, il a besoin de 10 000 $ de plus. Persuasif et beau parleur, il obtient un nouveau virement. Un mail affichant le remboursement à l'égard de Pernilla lui arrive enfin. Ouf. Ouf, elle est soulagée. Elle l'ouvre et là, surprise. Elle se rend compte que Simon a gonflé le montant du remboursement. La somme s'élève à 100 000 $, soit 60 000 $ en cadeau. Pour remercier et redonner confiance à son ami, Simon se montre grand seigneur. Si vous avez bien suivi et compris le fonctionnement de Simon, vous vous attendez à la suite, n'est-ce pas? Les jours passent, le montant promis et tant espéré ne sera jamais versé sur le compte de Pernilla. Cette fois, il invoque que sa banque exige sa présence et sa signature pour valider le virement. Il faut qu'il rentre. Elle va donc payer et réserver elle-même les billets pour être sûre qu'ils viennent. Prise dans l'engrenage, elle va encore et encore envoyer de l'argent à Simon. Pernilla est à son tour prise à la gorge financièrement. Simon, toujours serein et disponible, lui promet que l'argent en transit ne va pas tarder à lui être remboursé. Et pour la faire patienter, il lui propose de lui donner
une de ses nombreuses montres de luxe, valant plus de 100 000 $. Elle attend patiemment son feu vert. Ils se croiseront dans un terminal prochainement et feront la transaction. Les journalistes ne localisent toujours pas Simon. Ils se replongent dans les documents fournis par Cecilia. Dans les nombreux relevés d'American Express figurent beaucoup d'achats pour des billets d'avion à destinations diverses. Au nom de Simon, au nom de ses associés, de Peter, le garde du corps, mais aussi différents noms de femmes, dont celui de Pernilla. En une fraction de seconde, les journalistes googlisent Pernilla. Bingo! Un profil Facebook, rien de plus simple. Ils envoient un mot via Messenger. Quand Pernilla ouvre le message, c'est la stupéfaction. Son cœur s'accélère. Des mots-clés lui sautent aux yeux. Escroc, argent, femme, Simon Leviev. Les bras lui en tombent. Prise de panique, elle transfère le message à son ami. Il la rappelle. Son intonation de voix est posée et calme. Ce sont encore ses ennemis qui cherchent à le localiser. Il la rassure. Mais la petite voix intérieure de Pernilla n'est plus tranquille. Sans réponse, le journaliste téléphone à Pernilla. Il lui propose de la rejoindre au plus tôt. Il veut la version de son récit. Et elle accepte. Elle remonte le fil de l'histoire avec les journalistes. Elle ne comprend pas comment cet ami si cher a pu lui faire ça à elle. En y réfléchissant bien, les fêtes, les voyages, les séances shopping, les voitures de luxe, les bouteilles de vin à des milliers de $, tout cet argent dépensé, les sommes colossales dilapidées. Impossible que ce soit uniquement Cecilia qui ait financé tout ça. Au fil de l'entretien, les journalistes demandent à Pernilla si elle sait où il se trouve. Non seulement elle le sait, mais elle a rendez-vous avec lui pour l'échange de la montre. Ensemble, ils échafaudent un plan. Le filmer, afin de démontrer qu'il peut être localisable. En règle générale, il ne reste jamais suffisamment longtemps dans le même pays. C'est pour ça que la police ne peut jamais lui tomber dessus. Pour Simon, chaque détail est toujours bien verrouillé. Pernilla craint de se faire démasquer s'il s'aperçoit que des journalistes les filment. De quoi serait-il capable? Les retrouvailles se passent bien. Elle a bien du mal à faire bonne figure devant ce goujat. Elle ne doit surtout pas se trahir. Elle veut récupérer son argent. Il l'invite au restaurant, il commande tout ce qu'il y a sur la carte. Il n'a pas changé. Pendant ce temps, les journalistes se cachent sur le trottoir d'en face. Il faut immortaliser la scène. Simon remet la montre à Pernilla. Le dîner est pantagruélique. Mais qui? Quelle nouvelle victime est en train de s'endetter pour payer le repas de ce soir? Ils sortent. Les journalistes shootent la scène, mais très vite Simon les repère. Il panique, il hurle. Il grimpe dans le bolide et file à toute allure. Elle a très peur. Elle se conditionne pour rester dans son rôle et ne surtout pas flancher. Simon, est-ce que ce sont tes ennemis qui nous poursuivent? Un peu plus loin, il va la déposer à toute hâte et disparaître à toute allure. Le plan tombe à l'eau. Les journalistes ont perdu la chance de le rencontrer. Pour eux, il faut rentrer et penser à la suite. Pernilla amène la montre chez un prêteur à gages. C'est une contrefaçon. Rien. Décidément, rien n'est authentique chez ce type. Pour elle, il n'y a plus qu'une solution. Toute cette histoire doit faire du bruit. Des unes de journaux, des publications sur Internet. Très vite, l'histoire se répand. En quelques heures, l'article est viral. Tout le monde veut le lire. Les partages se multiplient. C'est la folie. Le visage de Simon n'apparaît plus sur Google seulement comme PDG de LDD Diamonds, mais surtout comme le plus grand escroc des temps modernes. Il a fallu du courage à Cecilia et Pernilla de se mettre à nu, afficher leur naïveté. Le public n'est pas toujours compatissant avec le témoignage des filles. Les reproches, les railleries, les humiliations se multiplient, mais elles ne se laissent pas abattre, car en parallèle, les marques de soutien pleuvent. Cecilia et Pernilla se rencontrent.
Elles se comprennent au premier regard. À deux, elles sont plus fortes. Elles vont réussir à le faire tomber. Elles profitent du buzz. Elles sont unies. Il fallait que leur histoire fasse le tour du monde. Invitées sur des talk-shows dans différents pays, elles souhaitent que la pression des médias interpelle enfin la police. Pour les journalistes, les nuits sont courtes. L'article a fait écho, c'est inimaginable. Des victimes à travers le monde les contactent, en larmes, acculées, en colère, dénonçant différentes histoires, mais toutes arnaquées par le même type de photos. Dans 7 pays, des plaintes sont déposées contre Simon, mais à cette heure-ci, il vit toujours sa vie librement, mais peut-être pas sereinement. Aileen Charlotte est dans l'avion. Elle rentre d'un week-end passé avec son petit copain. Installée dans son siège, avant de décoller, elle scrolle sur Internet. Tiens, un article l'interpelle. Elle le fait défiler. Une photo apparaît. Impossible. Impossible, c'est son petit copain, c'est Simon. Sous le choc, elle lui envoie l'article qu'elle a téléchargé puis met son téléphone en mode avion. Durant le vol, Yaline se plonge dans l'article. Une certaine Cécilia a rencontré Simon sur Tinder, comme elle. Beaucoup trop de similitudes relient cet article à la vie de Yaline, à l'histoire qu'elle vit avec Simon. Cela fait 14 mois qu'ils entretiennent une relation sérieuse. Les sentiments étaient forts entre eux. Ils ont des projets, aménager ensemble, fonder une famille. Elle réalise qu'au même moment, toutes deux visitaient des appartements, mais dans différents pays. Les dates de l'article correspondent exactement aux dates de ses échanges par message avec Simon. C'est fou! Yaline aussi a eu droit aux alertes inquiétantes sur l'attaque de Peter, le garde du corps, par les ennemis. Mais elle lit qu'à cette même date, il était avec Pernilla. Devenue à son tour parano, elle craignait pour la vie de son petit ami. En poursuivant l'article, elle lit que Simon a soutiré des millions à des femmes, qu'il est recherché, qu'un mandat d'arrêt est lancé, son cœur tambourine. Elle aussi lui a prêté de l'argent. Au total, 140 000 $ en moins d'1 an. Trompée, arnaquée, en un trajet retour, elle a tout perdu. Elle appréhende tellement la fin de ce vol. Une fois sur le tarmac, il faudra affronter la réalité. Yaline rallume son téléphone à l'atterrissage. Dans sa messagerie, elle entend Simon se justifier. Cet article est faux. Mes ennemis ont payé ces filles pour me nuire. Un sentiment de colère l'envahit. Elle aussi est une victime. Il faut qu'elle se venge de cet escroc. Yaline cherche Pernilla sur Instagram. Elle lui envoie un message. Les deux femmes rentrent en contact. Yaline promet qu'elle va les aider à attraper Simon. Le visage de Simon est affiché partout. Impossible à présent pour lui de faire de nouvelles rencontres. Donc Yaline se sent en position de force. Il garde le contact comme si de rien n'était pour Yaline. Elle joue à merveille la fille crédule. Elle veut récupérer coûte que coûte son argent. Une idée lui traverse l'esprit. Elle va arnaquer l'arnaqueur. Simon ne porte que des marques de haute couture et ne s'en sépare jamais. Gucci, Versace, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Louboutin, Burberry. Elle travaille dans le prêt-à-porter. Elle sait que sa garde-robe vaut une véritable fortune. Elle lui propose de l'aider à se refaire financièrement en revendant ses armoires. Yaline rejoint Simon pour le week-end. On est loin des hôtels 5 étoiles des premiers rendez-vous. Simon s'est terré dans un coin paumé. Plus elle approche, plus elle angoisse. Elle s'en veut tellement d'avoir eu cette idée débile. Maintenant, elle va devoir l'affronter, le côtoyer, le toucher. Finalement, elle ne sait pas qui il est. Il n'est ni le PDG de LDD Diamonds, ni le charmant gentleman qu'elle croyait connaître et aimer follement. C'est juste un escroc. Elle ignore complètement de quoi il est capable et comment cela va se passer. Quand elle le retrouve, il l'enlace, l'embrasse. Un vrai sentiment l'envahit, fait frissonner de tout son corps. Intérieurement, elle est furieuse. Elle voudrait hurler, mais se contente d'un « Je t'aime, tu m'as manqué ». Durant le week-end, il l'emmène en ville. Il a un rendez-vous. Ils entrent dans un vieil immeuble du centre, un cabinet de chirurgie esthétique. Simon demande à se faire refaire les pommettes, le nez et le menton, mais le chirurgien refuse. Il n'y a que les criminels qui souhaitent une telle intervention. Cette réponse négative a mis Simon dans tous ses états, jusqu'à en pleurer. Impossible pour Yaline de compatir pour une telle ordure.
Après une balade en centre-ville, puis un dîner au restaurant comme de jeunes amants, le retour dans le lit conjugal est très compliqué. Mais heureusement pour elle, il ne tente rien ce soir-là. Elle passe la nuit tétanisée à regarder le plafond, priant pour que ça passe vite. Le jour se lève enfin. Yaline remplit 3 énormes valises des plus belles pièces du dressing de Simon. Au moment de se quitter, il lui remet une lettre qu'elle devra ouvrir une fois dans l'avion. C'est une lettre de remerciement à son égard. Il a sorti tous les violons. Il lui dit qu'il vit en ce moment une période difficile, qu'il est heureux qu'elle soit là pour l'épauler, que c'est la femme de sa vie. L'épouser serait un honneur pour lui. Il envisage de fonder une famille avec elle. Il l'aime à jamais, tous les deux. Ils vont s'en sortir, il compte sur elle. De retour ce week-end, Yaline s'est mise en mode mission déstockage. Simon la harcèle. Il veut récupérer son fric, il en a besoin. Bien évidemment, elle lui répond ne rien avoir encore vendu, ce qui est faux. Elle vend en masse sur des sites de seconde main sans aucune intention de lui envoyer le moindre centime. Cette petite vengeance ne rembourse pas la somme volée par Simon, mais pour Yaline, la satisfaction est grande. Quand il comprend qu'il s'est fait arnaquer, son comportement change. Il la bombarde de vocaux ultra agressifs et menaçants, puis s'adoucit, puis s'énerve à nouveau. Elle découvre les multiples facettes de l'homme qu'elle a côtoyé. Le voir se débattre désespérément lui redonne le sourire. Il va même lui demander de jouer pour lui un ticket de loto, mais il n'était pas censé être milliardaire. Il n'a plus de rentrée d'argent. Personne vers qui se tourner. Il envoie des photos à Yaline des restes à manger qu'il trouve dans les poubelles des galeries marchandes. Il s'est fait pousser la barbe. Il dort dans des auberges de jeunes à $12 la nuit. Ah, on est loin des Four Seasons, hein. Il se surnomme le roi des clochards. Sans l'argent des autres, il n'est plus personne. Un matin, Yaline reçoit un texto de Simon. Il a besoin d'un billet d'avion, il veut partir et tenter d'arranger les choses. Quelques semaines auparavant, il parlait vaguement de la Grèce. Quand elle lui répond, elle constate que son message n'est pas lu. Il n'y a qu'une seule coche. C'est pas dans ses habitudes. Sa main est normalement greffée à son portable. Elle en déduit donc qu'il ne peut être qu'à bord d'un avion. Tout de suite, elle effectue des recherches et trouve un vol en partance pour Athènes, exactement à la même heure où Simon a éteint son téléphone. Elle fait une capture d'écran et envoie tous les détails par mail à la police. Le profil de Simon repasse en ligne sur WhatsApp. Il est en train de taper un message. « J'ai été arrêté ». Yaline appelle aussitôt Pernia. Pernia appelle à son tour Cécilia pour lui annoncer la grande nouvelle. Une immense joie les envahit. Un réel soulagement pour elle. C'est un feu d'artifice dans leur cœur. Interpol a réussi. En 2019, Shimon Ayout, de son vrai nom, est donc arrêté en Grèce. Extradé en Israël, il est condamné à 15 mois de prison pour les arnaques commises. Il est libéré au bout de 5 mois seulement. Des plaintes ont été déposées auprès de la Cour européenne de la justice et d'Interpol. Il peut donc être arrêté de nouveau dès lors qu'il sort des frontières d'Israël. À sa sortie de prison, il crée une société. Il vend des conseils en affaires et en gestion de business. Il vit actuellement en Israël en tant qu'homme libre et s'expose à nouveau sur les réseaux sociaux. Son train de vie a bien repris. Il a même retrouvé l'amour. Quant à Cécilia, Pernia et Héline, elles remboursent toujours leurs dettes, et ce pour encore de longues années. Désormais amies, elles ont décidé de s'en remettre aux internautes pour retrouver leur vie. Après mûre réflexion et de nombreux échanges, les filles décident de lancer une collecte. Encouragées par leur entourage et tout le soutien qu'elles reçoivent, c'est sur la plateforme GoFundMe, numéro 1 des plateformes de collecte de fonds, où le financement y est participatif, qu'elles s'inscrivent en y ajoutant « Nous sommes conscientes qu'il existe des milliers d'autres bonnes causes pour lesquelles vous pourriez faire un don. Et nous vous serons éternellement reconnaissantes si vous choisissez de faire ce geste pour nous. Tout ce que nous voulons, c'est retrouver nos vies. » Un cri du cœur qui a visiblement été entendu puisque les jeunes femmes ont déjà récolté plusieurs milliers de dollars. Simon n'a jamais été accusé de les avoir escroquées. On estime qu'il a arnaqué
à hauteur de plus de 10 millions de dollars ses victimes à travers le monde, dont 700 000 dollars aux 3 jeunes femmes. Les filles recherchent toujours l'amour. Cecilia s'est même réinscrite sur Tinder.